Je suis infirmière ici aux urgences depuis bientôt 1 an. Je suis médecin urgentiste depuis 2012. Je travaille ici aux urgences de l'hôpital d'Arlon depuis 2018. Ça fait 2 ans que je travaille. Urgentiste depuis une vingtaine d'années et je travaille aux urgences de Bastogne depuis une quinzaine d'années. Ça fait maintenant pratiquement 13 ans que je suis infirmier urgentiste. Et ça fait maintenant 1 an que je suis infirmier en chef. Je suis infirmière aux urgences à Marche-en-Famenne depuis 7 ans. Aux urgences depuis 1995 ici à Arlon et chef de service depuis 5 ou 6 ans maintenant. Je travaille aux urgences de Bastogne depuis maintenant 5 ans. Je suis infirmier ici à MU depuis 2008 et depuis 2011 je suis infirmier ici aux urgences d'Arlon. J'ai débuté ici il y a 3 ans, j'ai professé pendant 20 ans comme infirmier urgentiste. Ça fait 5 ans que je travaille ici aux urgences de Libramont comme AYA. Cardiologue de formation et ça fait à peu près 8 ans que je travaille de manière continue ici au service des urgences de l'hôpital de Marche-en-Famenne. Pendant mes études d'infirmière, moi je voulais travailler en oncologie. J'ai fait beaucoup de stages là-dedans. Et puis dans mon parcours, j'ai dû passer par les soins intensifs. Et en fait, j'ai adoré les soins. J'ai voulu venir travailler à Marche. Il n'y avait pas de place aux soins intensifs. J'ai atterri aux urgences. Et puis j'ai plus jamais voulu en repartir. Je me suis dit, ah ouais, non, je veux faire ça en fait. J'aime trop l'extra-hospitalier. Toute nouvelle journée est une nouvelle aventure. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas qui va arriver, combien de personnes, si on aura beaucoup de travail, pas beaucoup de travail, si ça va être des cas graves ou pas. J'ai surtout choisi les urgences parce que j'adore pouvoir soigner toute la palette des patients, que ce soit le nourrisson jusqu'au patient âgé. La variété des pathologies, la dynamique des journées, la variété des patients rencontrés. L'imprévu, en fait, c'est quelque chose qui est motivant. Le médecin urgentiste est finalement le médecin généraliste de ce qui est aigu, de ce qui est critique, de ce qui est urgent. C'est ça qui donne quelque part l'adrénaline et la vocation à poursuivre son investissement dans ce genre de service exigeant. Il y a toujours quelque chose à faire, toujours quelque chose de différent. Je trouve que c'est enrichissant à mon âge de pouvoir toucher à tout. Et donc j'essaye d'aller vers tout, même si c'est les choses qui me rendent moins à l'aise. C'est une formation continue, on en apprend tous les jours. Et c'est une richesse et c'est ce qui me donne envie de venir travailler. Travailler aux urgences, ça a toujours été un rêve pour moi. Aider les gens. Ce qui est très grave aux urgences, c'est que l'on doit trouver des solutions de manière rapide, efficace. Et donc, c'est ce côté près des gens, ce côté rapide, ce côté où c'est du tac au tac en fait. Aux urgences, il faut réfléchir vite et bien. Un cycliste qui est tombé à vélo, qui aurait un morceau du pédalier coincé au niveau de la jambe. Pour l'instant, on n'a que l'appel de la plan. On n'a personne sur place au niveau médical pour estimer la gravité de la situation. On est là dans 3 km, donc on sera vite fixé. Les hôpitaux Vivalia participent à l'organisation et à la prise en charge des patients en situation urgente ou critique au travers de l'ensemble du territoire de la province du Luxembourg. Vivalia présente 6 sites hospitaliers. 4 de ces sites bénéficient d'un service d'urgence SUS, c'est-à-dire un service d'urgence spécialisé. À Marche, à Bastogne, à Arlon et également à Libramont. Les urgences de Libramont, donc on a un service d'urgence spécialisé, comme à Marche, Bastogne et Arlon. On prend en charge tout type de pathologie, que ce soit du cardiaque, du pulmonaire, pédiatrique, gynéco. Alors les urgences d'Arlon, c'est un service qui a reçu l'an passé 29 700 patients et sur les bases de chiffres de cette année-ci, on va arriver à 31 500, donc c'est une grosse augmentation, mais qui est une augmentation linéaire depuis que je suis là. L'équipe infirmière a suivi aussi en augmentation, mais pas dans les mêmes proportions. L'hôpital de Marche reste un très grand service avec près de 25 000 admissions sur l'année. Donc on a l'avantage ici de drainer un peu tout type de population. Il faut savoir que l'hôpital de Marche draine un bassin qui s'étend vers le Liégeois, dans le Luxembourg et dans le Namurois. Comme tout service d'urgence, on reçoit un peu de tout à Bastogne. C'est une petite structure, tout le monde se connaît, une bonne activité, même si on n'a pas certains plateaux techniques, mais on reçoit tout. Centrale 112, centrale 112, ici Smur Bastogne, alerte pager bien reçu. À côté de cette prise en charge urgente sur ces 4 sites hospitaliers,
Nous bénéficions également de moyens intervenant dans ce qu'on appelle l'AMU, l'aide médicale urgente. Nous avons un SMUR, c'est-à-dire une équipe composée d'un infirmier ou une infirmière avec un ou une médecin, sur chacun des 4 sites SUS. Oui, ici SMUR Bastogne et Ambulance Bastogne, c'est pour prévenir que nous quittons les lieux avec une femme qui a une fracture ouverte, qui a été sédatée. La fracture a été remise en place et nous nous dirigeons vers l'hôpital de Bastogne pour un bilan complémentaire. Et à côté de ça, également des véhicules PIT sur Bouillon et sur Virton, avec une supervision par les équipes médicales de Libramont et d'Arlon. Et nous bénéficions également d'un PIT de Libramont qui a la particularité d'être attaché à l'hôpital ici. Qui sort autant en primaire si quelqu'un fait une douleur thoracique ou autre sur Libramont ou dans les environs, mais il fait également, il a la mission de PIT transfert pour tout Vivalia. Donc si on doit transférer en dehors d'une province ou entre nos hôpitaux. Finalement d'avoir un intervalle médical libre le plus petit possible pour finalement être le plus rapidement possible au chevet des patients et des patientes qui nécessitent une prise en charge urgente. Il faut savoir que dans l'aide médicale urgente, on a 3 types de vecteurs. On a l'ambulance où on va avoir 2 ambulanciers dans une ambulance. On a le PIT où on va avoir un ambulancier plus un infirmier urgentiste qui va fonctionner avec des ordres permanents et un médecin référent joignable à distance. Et avec ce PIT, en fait, on peut prendre en charge énormément de pathologies, que ce soit un arrêt cardiaque, un accouchement, un AVC, etc. Et puis, on a le 3e vecteur qui est le SMUR, dans lequel on a un infirmier urgentiste et un médecin urgentiste. Et en fonction de la gravité des situations, le 112 va nous envoyer un vecteur, 2 vecteurs, un vecteur en tampon, etc. Ici, le SMUR Arlon est au départ. Le SMUR fait partie intégrante de notre pratique en médecine d'urgence. On a des soins dans l'hôpital, dans le service, avec tout un encadrement et toute une structure autour de nous. Mais la pratique en extra-hospitalier, en SMUR, c'est très différent. Évidemment, on est un peu seul, hors de l'hôpital, et donc ça nécessite de s'adapter. Il y a le côté médical qui est la base que l'on connaît, mais il y a le côté environnemental qui change. De travailler la même intervention à 0 degré ou à 30 degrés ne sera pas tout à fait la même. Je raconte toujours une histoire à Bastogne où je me suis retrouvé dans un endroit réfrigéré. Il faisait moins 20, moins 30 degrés. Mais la gestion pour moi était une expérience particulière. Je devais concentrer une partie de mon cerveau à gérer ce froid qui était pour moi l'élément hostile. Il y a toujours des surprises, mais une des qualités principales pour travailler aux urgences, c'est l'adaptation. Les cas sont quand même beaucoup plus complexes. On se retrouve avec un seul médecin et on est tout seul en tant qu'infirmier. Et c'est là où on voit des plus gros cas. Et un plaisir en fait qui est complètement différent parce que les urgences de Bastogne, c'est quand même des petites urgences où il n'y a pas non plus des gros cas tous les jours, je vais dire. Et donc l'extra-hospitalier, mon premier extra-hospitalier, c'était un ARCA, un arrêt cardio-respiratoire, que j'avais jamais eu seul. Et donc je me suis dit, ah ouais, c'est ça l'extra-hospitalier. Et puis c'est pas du tout... C'est pas du tout la même chose qu'à l'hôpital où on a tout le matériel comme ça, on a une équipe derrière nous. Là, j'étais vraiment toute seule et je me suis dit, ah oui, c'est quand même quelque chose de différent. Mais c'est pas mal. Ce qui est très gai effectivement en SMUR, c'est vraiment ce côté binôme, ce côté où on travaille ensemble comme dans un orchestre de musique et on n'est pas nombreux. Ouais, c'est vrai que le travail en binôme avec l'infirmier dans le SMUR, c'est quelque chose de très important. Je dois bien dire que le fait de travailler ici à Arlon depuis maintenant quelques années m'aide beaucoup parce que très sincèrement, on a une très bonne équipe d'infirmiers et avec chacun d'entre eux, le travail est efficace. Travailler à l'extérieur avec un seul médecin, ça peut être parfois compliqué. Et à contrario, des fois, le binôme se forme très bien. Et là, c'est très très chouette de faire des sorties. On le dit toujours, on a certains binômes où il n'y a même pas besoin de parler. En fait, ça roule et les équipes se connaissent et travaillent ensemble depuis des années. Et c'est ça qui permet de faire des équipes efficaces sur le terrain. Et en fait, on a ce même type de binôme dans les PIT où là, on a avec un infirmier qui va plutôt être le team leader et l'ambulancier qui va être plutôt le gestionnaire de la conduite, du matériel et autres. Ici, à Arlon, nous avons un PIT qui est basé sur l'ancien hôpital de Virton, qui était le premier PIT de Belgique. Il avait été mis sur le site de Virton parce que quand les urgences de Virton étaient fermées, le SMUR a été fermé, il y avait un grand gap de temps pour un démarrage d'Arlon et intervenir sur le territoire de Virton. C'est très long. On est une grande province avec peu de population, certaines zones qui sont assez excentrées des hôpitaux. Et donc on a décidé de mettre des PIT à Virton, un PIT à Bouillon, de manière à ce que, par exemple, si on a un arrêt cardiaque ou
un infarctus dans Bouillon-Centre ou sur les communes de Vresse ou autres, de se dire on ne doit pas attendre le SMUR de Libramont qui est à plus de 30 minutes, mais là on a un vecteur qui peut poser des gestes de réanimation avancée tout de suite et dans un délai très rapide. C'est vraiment quelque chose qui pour nous est amené à évoluer parce que la fonction d'infirmier urgentiste évolue et on a de plus en plus de responsabilités et on voit quand même que c'est quand même une vraie plus-value en plus du SMUR pour l'aide médicale urgente en province du Luxembourg. Ce qui est important à savoir en termes de coordination, lorsque un des moyens de cette aide médicale urgente est déjà occupé finalement à soigner, à sauver des vies à l'extérieur de l'hôpital, eh bien un autre peut prendre ça en cascade finalement, lorsque le premier moyen est déjà occupé à une autre mission. Les gens se présentent aux urgences, ils arrivent par leurs moyens personnels ou ils arrivent via les ambulances. Nous avons des AIA, donc des aides infirmières administratives dans le service des urgences, qui ont un rôle prépondérant parce qu'elles sont vraiment l'interface entre les patients et l'équipe soignante. On est le premier contact avec le patient. Mon travail consiste surtout en l'inscription des patients, des urgences, beaucoup de secrétariat, de gestion du matériel, de pharmacie, commande de laboratoire et régler tous les problèmes éventuels du service. Elles ont une grosse importance dans le service, elles font partie intégrante de l'équipe. Elles ont parfois un rôle un peu ingrat parce qu'elles sont un peu la vitrine du service d'urgence, donc c'est parfois les premières à être agressées ou interpellées. Et en même temps, elles doivent gérer la tension qu'il peut y avoir derrière parce qu'évidemment, le problème, c'est que les salles d'attente ne voient pas ce qui se passe derrière. Et on a énormément de patients qui arrivent en ambulance, qui arrivent en PIT, et des patients qui sont parfois très aigus, très instables et pour lesquels nous, on doit donner priorité à ces gens-là par rapport à certains en salle d'attente. Et elles ont un peu ce rôle de temporisation constamment pendant la journée. Je dis toujours, ce n'est pas le premier arrivé, le premier servi, c'est l'urgence la plus importante qui va être traitée en première. Par rapport aux patients qui se présentent, contrairement à ce que certains peuvent croire, venir en ambulance n'est pas gage d'une prise rapide. Donc nous avons un tri qui nous permet de catégoriser les patients en fonction de leur plainte. Un monsieur de 50 ans qui a mal à la poitrine, qui fume, est considéré comme étant à haut risque. Et la personne qui a 2 boutons qui sont apparus depuis 3 jours, qui a 45 ans, est forcément un peu moins à risque. Donc nous disposons d'échelles, il y a l'échelle de Manchester ou d'autres échelles en fait qui nous permettent de repérer parmi les patients, indépendamment de leur mode d'arrivée à l'hôpital, qui est supposé être gravement malade, et ensuite la prise des paramètres, la tension, la fréquence cardiaque et la mesure d'oxygène dans le sang qu'on appelle la saturation, permet alors de catégoriser encore plus ces patients en tenant compte bien entendu de leur passé médical. Nous avons en place à Marche un système de triage infirmier, dit infirmier d'accueil et d'orientation, qui va permettre effectivement de pouvoir accueillir les patients et les orienter dès le départ. Parce qu'on est incapable de prendre en charge immédiatement tous les patients, il est important pour nous de pouvoir savoir qui peut attendre et qui doit être pris en charge immédiatement. Et donc, on a cet infirmier de tri qui va faire une anamnèse, un petit examen clinique, une prise des paramètres et qui va déterminer si le cas est grave et doit être pris en charge immédiatement ou s'il peut attendre. On ne fait pas attendre les gens évidemment par plaisir, c'est qu'on est dépendant de la structure, du nombre de places disponibles, le nombre d'infirmiers, le nombre de médecins. Par exemple, si on a 3 sutures qui arrivent en même temps, on n'a qu'une salle de suture, donc on ne sait pas empiler les gens et donc forcément il y a de l'attente. En parallèle, on a également un système de fast track. Donc ici on va vous mettre la petite mèche. Ça va. Voilà. Ça c'est désagréable. Donc ici, c'est vraiment mon enfance où malheureusement ça tire un peu, voilà. Mais vraiment, votre métier est hyper courageux. Ici aux urgences d'Arlon, on s'organise en 2 filières importantes, donc il y a le fast track et le circuit couché. Donc en fait, on sépare 2 filières qui en réalité n'ont rien à voir ensemble. Il faut se dire que le temps avançant, il y a une certaine dégradation de la médecine générale. Les patients ne sont plus vus en médecine générale. Donc il y a une partie de notre patientèle qui en réalité aurait dû se retrouver en médecine générale. Donc il faut essayer de la sortir, de l'écarter des, entre guillemets, vrais patients de l'urgence. Donc le fast track, c'est peut-être un bénéfice pour ceux qui passent vite, mais c'est surtout pour nous l'occasion de prendre le temps de mieux nous occuper de ceux qui ne vont pas bien. Et qu'en fin de compte, on peut gérer maintenant des flux de patients beaucoup plus importants sans s'en rendre compte, avec le même nombre de personnel. Le temps d'attente en salle d'attente est très réduit par rapport au temps d'attente avant, c'est-à-dire que les gens qui ont des pathologies vraiment très légères n'attendent plus, ils passent dans une filière plus légère.
Donc, il ne reste pas en salle d'attente, il n'augmente pas le temps moyen en salle d'attente de tout le monde. Et en plus, c'est souvent les gens qui n'ont rien, qui sont un petit peu plus chauds en salle d'attente et qui font monter la température. Et comme ceux-là, on les extrait de la salle d'attente rapidement, les tensions s'apaisent aussi. Dans le service d'urgence ici, comme dans tous les services d'urgence, nous avons des box qui sont dédiés à la prise en charge des patients qui sont plus lourds. Donc on appelle un box de déchocage ou de réa, qui est équipé avec du matériel lourd, respirateur, de quoi intuber les gens, de quoi les ventiler, des choses qui sont vraiment beaucoup plus invasives et plus lourdes pour des patients qui sont vraiment critiques et dont la vie est en danger. Nous avons des box qui sont plus simples où nous avons des patients dont la vie est en danger moins immédiat. Et alors là, ces gens vont attendre sur des brancards pendant plus longtemps, c'est-à-dire un tas d'examens qu'on leur fait, des mises au point qui prennent un certain temps. Et alors nous avons aussi au service des urgences une hospitalisation provisoire dans laquelle nous gardons les gens pour lesquels on n'est pas sûr qu'ils vont devoir rester hospitalisés, ou alors pour lesquels on n'a pas de place à l'étage et on attend qu'une place se libère à l'étage. La force de cette équipe, c'est que ce sont des gens qui vivent les mêmes choses. Et je dois dire que j'accorde une attention particulière au fait qu'on s'amuse bien. Toujours en partant, c'est la phrase que je dis à mon équipe, c'est « amusez-vous ». Je vais encore me sacrifier pour le bien de tout le monde. J'ai découvert Bastogne. J'avais jamais mis un pied à Bastogne. Et quand j'ai découvert Bastogne, je me suis dit plus jamais je quitterai Bastogne. On est une famille en fait. C'est vraiment ma seconde famille. J'ai vraiment découvert un lien qui nous unit parce que par le métier, par des situations compliquées. Une ambiance familiale. C'est comme vraiment tout le monde se connaît. Même certains infirmiers de l'étage n'hésitent pas à venir aider si on leur demande. Donc il y a une grosse solidarité. C'est ce qui fait qu'on tient en tout cas, parce qu'il n'y a pas assez de personnel pour un service comme ça, mais ça tourne 24 heures sur 24. On a rarement de problèmes de manque de personnel, juste parce qu'il y a une grosse solidarité. C'est une équipe, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes comme ça. C'est une équipe très soudée, on s'entend tous très bien. Et puis c'est toujours dans l'entraide. S'il y a un malade, tout le monde remplace aussi vite. S'il y a besoin de quelqu'un dans une salle, tout le monde vient aider dans une salle. Si on crie au secours, on sait que tout le monde arrive. Et ça, c'est vraiment chouette parce que du coup, on se sent toujours entouré. Surtout pour moi, jeune infirmière. C'est une équipe dans laquelle on s'entend tous assez bien. Je pense que l'ensemble des gens qui travaillent ont un caractère assez fort, mais ce qui donne une cohésion d'équipe en fait qui est très intéressante et qui est agréable pour travailler. Beaucoup sont vraiment amis en dehors du service, ils se revoient, ils font la fête ensemble, etc. On fait le travail sérieusement, mais sans pour autant se prendre au sérieux et on s'amuse. On a une belle équipe des urgences qui est composée d'à peu près une petite trentaine d'infirmiers qui ont une expérience non négligeable avec du personnel plus ancien qui collabore avec les plus jeunes et qui peuvent transmettre effectivement cette expérience. Je suis encore jeune, j'ai encore pas l'expérience qu'ils ont et encore dans les cas graves comme des réas ou quand il faut intuber ou ce genre de choses. Ils sont derrière moi et je sais que je peux leur poser toutes les questions, ils m'accompagnent et c'est très rassurant. On voit des jeunes qui ont envie de progresser, qui ont envie de croquer la médecine à bouche pleine. Et puis on retrouve alors des anciens, des dinosaures qui ont connu toutes les guerres et qui sont sur la fin, mais qui transmettent. Donc dans cette transition, on a la chance ici à Marche de vivre cette transition entre une équipe ancienne qui arrive en fin de parcours et des jeunes bardés de diplômes qui ont d'énormes connaissances, qui sont mieux organisés et qui sont l'avenir de l'hôpital de Marche. Et l'une de nos grandes forces, c'est que sur le plan humain, on a une jeunesse qui fait que pour les 20 prochaines années, on est certain d'avoir ici à l'hôpital de Marche une équipe efficace. « 29 ans d'urgence, j'ai connu pas mal de situations dramatiques et ce que je constate, c'est que en fait, ce qui nous touche le plus, c'est ce qui se rapproche le plus de notre situation familiale. Maintenant, du fait que je suis maman, voir des enfants souffrir, ça peut être difficile. Les prises en charge aiguës des enfants qui sont en très grande détresse, un arrêt cardio-respiratoire parfois, ça c'est des moments difficiles. Je suis papa aussi, donc tout ce qui est grosse urgence aiguë chez l'enfant, c'est toujours plus compliqué à gérer émotionnellement, mais voilà, on n'a pas le choix de le faire, mais quand on retourne chez soi le soir, on y pense. Quand on apprend des diagnostics où le pronostic vital est engagé chez des jeunes personnes, des jeunes de mon âge ou des jeunes de l'âge de mes parents, maintenant j'apprends avec le recul à gérer mes émotions et comme je ne fais pas d'extra-hospitalier, moi je suis encore un petit peu protégée de tout ça. On en parlait tantôt avec une collègue, ce que j'ai un peu plus dur, ce serait peut-être plutôt
Parfois la notion d'arrêt des soins. Parfois on va très loin avec certains patients, souvent sur demande des familles quand même, qui je peux tout à fait comprendre. Hein. C'est dur de dire de lâcher. Mais parfois on a des patients et on se dit ça ne sert plus à rien là maintenant, on devrait juste arrêter et les laisser en paix. Ça parfois c'est un peu compliqué. Je me mets quand même dans ma bulle, mais je suis une personne hyper stressée qui ne le montre pas et je pense, voilà, je me ferme pas mal, je me mets dans ma bulle, je me concentre et par après, je vais discuter et je vais revoir la situation. Si vraiment c'est des grosses situations, je vais revoir avec mes collègues, poser des questions et me dire « c'était comme ça qu'il fallait que je fasse ?» Alors, ils vont me rassurer. Toujours, donc, s'il y a des situations compliquées ou des interventions un peu trop difficiles, une fois que la situation s'est calmée, on prend toujours le temps. Lors des débriefings, chacun dit un peu ce qu'il pense et ça nous aide aussi. Le fait de savoir qu'on a tout fait dans les règles de l'art, et puis si ça a mal tourné, ça a mal tourné. On raconte beaucoup et je crois que ça contribue au fait de pouvoir évacuer, si on veut, tout ça. Si le trauma peut être un peu plus profond, ou, on a une psychologue qui peut être présente pour faire un débriefing plus large d'équipe avec tous les intervenants. De ne pas garder ça pour soi non plus, même en dehors de l'environnement professionnel. Et les proches sont parfois là pour écouter. J'ai des parents qui me soutiennent énormément, surtout ma maman. Le fait qu'elle ne soit pas du tout dans le métier, elle m'aide en fait à vraiment gérer ce stress et à extérioriser cette situation. Et c'est ça qui me fait tenir en fait dans des situations qui sont quand même pas faciles tous les jours. Sinon, à la maison, mon compagnon écoute tout. Pour permettre d'évacuer, se ressourcer, reprendre de l'énergie et repartir finalement dès le lendemain dans la mission de soignant qui est la nôtre. Un monsieur de 60 ans qui était à l'arrêt d'un pick-up, qui est tombé du pick-up qui voulait, vers 50 km/h. Apparemment, elle n'a pas conscience, elle est en PLS. Alors c'est un gros défi, être responsable d'un service d'urgence en Belgique, parce que la profession de médecin urgentiste est une profession en pénurie et donc c'est très difficile de recruter des médecins urgentistes pour venir travailler. Donc malheureusement pour nous, ce qui fait que les rôles de garde ne sont pas complets. Donc par exemple ici sur Marche en Famenne, on doit être l'équivalent de 2 équivalents temps plein et demi par jour, mais on n'arrive pas toujours à être complet. On a du mal à recruter des personnels et les personnels qu'on recrute, ils ont du mal à rester par ici, comme c'est un petit hôpital. Les gens préfèrent travailler dans des gros hôpitaux. Le métier est assez exigeant, difficile, avec un travail notamment de nuit et beaucoup de pénibilité, relativement peu de reconnaissance par rapport à d'autres spécialités. On est éloigné des grandes villes, des universités, donc c'est plus compliqué pour nous d'attirer. Et puis en plus, on souffre de la concurrence avec notamment le Grand-Duché du Luxembourg et son système de soins de santé qui propose des rémunérations très attractives. Donc c'est pas évident. Donc on fait ce qu'on peut et donc avec nos qualités en essayant de proposer des projets. Pour le moment, on s'en sort bien ici sur Arlon. Certains autres hôpitaux dans la province ont beaucoup plus de difficultés. La particularité de Bastogne, c'est que le médecin urgentiste est seul. Et donc, même s'il reçoit peu de patients, une vingtaine de patients, c'est un peu trop lourd pour lui parce qu'il doit vraiment se débrouiller. Il faut être vraiment courageux pour travailler ici parce que tu n'as pas de spécialité sur place. Tu dois contacter tous les gens dont tu passes tout ton temps à téléphoner pour avoir des avis. Ces derniers temps, en tout cas, on est tendu et on se demande jusqu'où on peut tenir parce que dès que quelqu'un est là, les gens qui sont ailleurs, ils pensent que bon voilà, le travail, comme il n'y a pas assez d'entrée et tout, ils pensent que c'est calme, mais il y a une grosse tension qui fait qu'on voit la situation se détériorer. La direction essaie de faire ce qu'ils peuvent, mais ici, bon, il y a toujours des tensions. Il faut faire quelque chose, parce que si ça continue comme ça, d'ici quelques années, je ne sais pas si on va tenir le coup. Alors les conséquences du manque de médecins, c'est évident, c'est que le nombre de patients, lui, il est constant, voire même en constante augmentation d'année en année. Donc forcément, le manque de médecins fait que la charge de travail se répercute sur moins de personnes et donc plus de travail pour chacun. Ce manque de médecins fait aussi qu'on a un très gros turnover et on a beaucoup de personnes qui viennent, des médecins qui viennent travailler quelques mois, quelques années et puis qui s'en vont. Et puis on doit chaque fois recommencer tout. Pour l'équipe infirmière, c'est pareil, c'est tout le temps des nouvelles personnes, tout le temps des nouvelles têtes et donc tout
le temps de nouvelles personnes à connaître, apprendre à travailler avec eux, apprendre à former ce fameux binôme qui ne se fait pas en 1 ou 2 missions SMUR. Clairement, on aimerait pouvoir construire sur une équipe fixe, sur du long terme et avoir quelque chose de plus solide. Actuellement, ce n'est pas possible. On arrive tout juste à maintenir le nombre minimum de médecins nécessaires à faire fonctionner le service. Et encore, on doit parfois inciter, stimuler certains à faire un peu plus que leur temps plein pour combler les trous à certaines périodes de l'année. Donc ces pénuries, malheureusement, rallongent le temps de prise en charge, entraînent une surcharge pour les médecins qui travaillent. Je crois que pour les cas les plus graves, les plus aigus, les vraies urgences, comme on peut les appeler entre nous, je pense que les conséquences sont assez limitées parce que les ressources disponibles seront toujours orientées d'abord vers les cas les plus aigus, les cas les plus graves, les vraies urgences. Malheureusement, aux urgences, tout le monde le sait, on a aussi énormément de patients qui se retrouvent chez nous parce qu'ils ne trouvent pas de réponse ailleurs dans les soins de santé. Ils ne trouvent pas de généraliste, ils n'ont pas de rendez-vous rapide chez le médecin spécialiste, ils n'ont pas de rendez-vous rapide pour leurs examens complémentaires. Et donc, par défaut, ils atterrissent chez nous. Tous ces patients, les temps d'attente vont augmenter inévitablement. Et puis, et ça je crois que c'est tout à fait humain, quand on est sous pression, sous une charge de travail qui est super importante, qui vous dépasse, il y a certainement aussi une fatigue et qui s'installe et donc probablement une perte de certaines compétences, comme par exemple en communication, une perte d'empathie pour les patients et donc probablement des échanges plus difficiles avec les patients, avec leurs familles. On ne peut pas nous demander d'être en permanence aussi efficace que si on était avec un staff complet et avec une charge de travail plus raisonnable. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui, c'est bon. Oui. À 3, 1, 2, 3. Ça là, tu sors les vêtements aussi quand on y est. Ok, on pose à 3, 1, 2, 3. Le manque de personnel fait qu'il y a de plus en plus de tensions. Mais l'attitude aussi des patients qu'on reçoit maintenant. Maintenant, les patients sont de plus en plus exigeants. On subit beaucoup d'agressivité et on est démunis évidemment pour contrecarrer tout ça. Quelque chose qui n'aide pas non plus à garder le personnel. Maintenant, c'est clair que c'est un des services, je trouve, où on est le plus confronté à toutes les morts violentes, l'agressivité physique, l'agressivité verbale qui est de plus en plus fréquente. On doit quand même se blinder par rapport à ça, mais pas trop se blinder non plus pour rester quand même suffisamment empathique et à l'écoute du patient. Les équipes sont toujours très touchées parce que les équipes essayent toujours de faire du mieux qu'elles peuvent pour prendre en charge les patients. Alors c'est clair que parfois le système est un peu déréglé tellement il y a de patients et le personnel est en insuffisance. Donc on a parfois ce ressenti de on aurait voulu faire mieux mais on n'aurait pas pu faire mieux, mais ça c'est tous les services d'urgence de Belgique, c'est la même chose partout. C'est quelque chose qui est difficile à vivre. Je pense qu'en quelques mots, parfois, en fait, un patient ou même la famille du patient peut détruire la soignant. En fait, voilà, on venait pour la journée, on avait envie de passer une bonne journée, on était motivé, et en quelques minutes, quelqu'un peut détruire en fait cette envie de bien travailler pour le restant de la journée. Et donc ça, c'est des choses qui sont difficiles à vivre. C'est très compliqué de vivre ces moments-là. On ne veut pas ça. On ne mérite pas, enfin personne ne mérite l'agressivité, mais on essaye vraiment de faire notre meilleur et donc je pense qu'il ne faut pas rajouter ça en plus, ça n'arrange rien. Ça n'avancera pas plus vite pour autant. Mais c'est tout le temps dans les petites choses, c'est tout le temps, ça fait 2 heures que je suis là, ça fait 3 heures que je suis là, ça fait 4 heures qu'on attend, c'est quand même pas possible. Et pour les patients, le dire une fois, ça paraît rien, mais nous on entend ça continuellement. Vous savez, la façon dont vous nous parlez, derrière il y a un être humain, on se lève tous les jours parce qu'on est un fille, qu'on a envie d'aider les gens. La violence à l'hôpital suit la même courbe que la violence dans la société. Aux urgences, il faut rajouter à ce phénomène la notion de stress. L'humain devient agressif quand il est inquiet. Pour beaucoup, quand ils arrivent aux urgences, il y a cette notion d'inquiétude. Ils ne savent pas ce qui va leur arriver ou ce qui va arriver aux proches. Et donc, cette inquiétude génère une certaine agressivité. À cela, si l'on rajoute le stress du personnel soignant, le niveau de fatigue, c'est malheureusement 2 personnes qui se rencontrent en fait, où l'une arrive hyper stressée, elle voudrait être prise en charge immédiatement, et l'autre est à sa 22e heure de garde, est épuisée, fatiguée. Chacune d'elles est à bout de nerfs, et c'est 2 volcans qui vont se croiser, parce que l'autre va estimer que ça fait 22 minutes qu'elle attend, et lui, ça fait 22 heures qu'il est là, et donc c'est ce qui génère les conflits. Chacun doit essayer de se mettre à la place de l'autre,
aux patients de comprendre que les soignants restent des humains, avec leurs qualités et leurs défauts, et aux soignants de se dire, mais il est peut-être agressif parce qu'il a peur. Ce n'est pas sa nature première. Même si je ne la partage pas, je peux comprendre qu'inquiet, inquiet pour son enfant, inquiet pour lui, inquiet pour son papa, qu'il puisse avoir ce comportement. Mais il faut toujours rester dans le dialogue et ne pas rentrer dans la confrontation. J'essaie de leur expliquer, d'essayer de leur donner un délai d'attente, d'essayer de donner une poche de froid quand c'est quelque chose de traumatique ou quelque chose comme ça. J'ai déjà remarqué une différence quand, dès le départ, je leur explique. Et parfois, je commence en disant, le bilan va déjà prendre minimum 3 heures. Et direct, ils sont là, ah oui, bah oui, ça va prendre 3 heures, mais ils sont déjà beaucoup moins derrière à prévenir, être fâchés que ça prenne du temps parce qu'ils ont été prévenus dès le départ et ils savent que ça va prendre du temps. Les gens comprennent déjà qu'on a une petite infrastructure et donc j'explique déjà que voilà, on n'est que 3 infirmières pour un seul médecin. Donc le médecin, il ne peut pas se diviser en 4. Donc déjà d'expliquer ça, que le médecin est tout seul, qu'on n'a pas beaucoup de salles. Les gens sont déjà beaucoup plus compréhensifs quand on leur explique. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on passe aux urgences, le temps qu'on passe aux urgences n'est essentiellement pas dû au service des urgences. Ce qu'on attend, c'est le résultat d'un examen, l'avis d'un autre médecin. C'est pas comme à la télévision où on pense que tout va se passer en 5 minutes. Il faut pouvoir expliquer aux patients que le temps d'attente dépend de plusieurs facteurs, de effectivement l'activité interne et qu'il y a des patients gravement malades qui sollicitent beaucoup de personnel, beaucoup d'énergie et qui font que la filière sera ralentie. Et parfois, les gens sont dans une salle, ils disent ça fait 4 heures que j'attends et nous derrière, on était en train de masser quelqu'un qui avait vraiment besoin qu'on s'occupe de lui, mais ils ne le savent pas de nouveau. Et c'est dans ces moments-là qu'on a envie de réagir et de leur dire il y avait plus urgent que vous, quoi. Et l'on va devoir prendre des gens, pas en fonction de leur heure d'arrivée, mais en fonction du niveau de gravité et du risque de déstabilisation. Pour certaines maladies, vous pouvez perdre le patient dans l'heure, il faut les prendre en charge rapidement, de manière la plus complète possible. Et pour d'autres, on sait que les patients peuvent attendre 48 heures qu'il ne se passera rien. Par exemple, sur une plaie, on sait qu'idéalement, il faut la suturer dans les 6 heures. Donc le patient qui arrive, qui a attendu 2 heures pour une plaie, en fait, il n'y a pas de stress. Il est encore dans le temps d'attente médicale, pour peu que l'hémorragie, bien entendu, soit contrôlée. C'est vrai que les gens nous le reposent souvent, que le problème n'est pas d'attendre, c'est de savoir combien de temps l'on attend. Mais effectivement, ce serait sympathique que l'on puisse dire aux patients, voilà, écoutez, vous en avez pour 4-5 heures, vous pouvez aller prendre de l'aide, ne pas encombrer la salle d'attente. Mais de l'autre côté, ils doivent savoir que ce n'est pas parce que l'on attend qu'à l'intérieur, on ne fait rien. En fait, si on attend, c'est parce qu'à l'intérieur, on fait des choses, parce qu'à l'intérieur, on travaille. Donc, ce n'est pas parce que l'on boit sa tasse de café. Quand ils attendent, ils doivent plutôt se dire, c'est qu'à l'intérieur, ça bosse dur. Parce que de toute façon, ceux qui ne doivent pas attendre n'attendent pas. Ben donc oui, on constate quand même beaucoup de patients qui sont mécontents. Les connaissances, parfois justes, parfois erronées, de la population amènent quelquefois des incompréhensions, des échanges qui peuvent parfois être compliqués, différemment vécus, tant pour les patients que pour les équipes soignantes. Je pense que les réseaux sociaux jouent un rôle très négatif là-dedans en laissant la possibilité aux patients de s'exprimer librement et ça leur crée une tribune qui leur permet de dire ce qu'ils veulent, comme ils le veulent, sans contrôle, sans vérification. Et donc ça crée beaucoup de frustration parce qu'ils se plaignent de nous, de ce qu'on leur propose. Les réseaux sociaux ont cette faculté de se focaliser sur un seul élément, parfois négatif. Et donc je privilégie vraiment d'une part l'écoute et la concertation et d'autre part le soutien aux équipes qui en ont bien besoin. Dès qu'on a des agressions sur les réseaux sociaux qui sont souvent injustifiées, c'est blessant parce que nous on est les premiers dès qu'on va avoir une plainte ou autre à essayer de la décortiquer pour comprendre le pourquoi du comment et c'est que ça ne se reproduise plus. C'est un peu un phénomène de société où je veux maintenant et ça tout de suite. Sauf que les services d'urgence, c'est pas ça. Urgence, ça veut pas dire je vais être pris en charge tout de suite. On va prendre en charge tout de suite les urgences vitales, mais il y a des choses qui doivent attendre et on ne sait pas faire plus que ce qu'on est capable de faire avec les moyens techniques et les moyens personnels. Mais la violence sur les réseaux sociaux est pourtant elle faite d'une petite minorité. En moyenne, on traite environ 30 000 patients par an ici aux urgences pour moins d'une 50aine de plaintes au total. Les quelques-uns qui se plaignent, très souvent sans fondement et sans raison vraiment concrète, nous causent beaucoup de tort et nous donnent une réputation qui est négative. Et donc cette réputation négative, malheureusement, nourrit d'autres patients qui vont venir par la suite et qui vont arriver avec un a priori négatif et d'emblée une idée qu'ils vont être mal soignés, mal traités dans le service d'urgence. Ici à Arlon, malheureusement, c'est vrai pour tous les services d'urgence. Or, on n'a pas de droit de réponse
on ne peut pas répondre aussi vite qu'ils nous attaquent. On ne peut pas répondre simplement parce qu'on ne peut pas déballer sur la place publique leurs dossiers médicaux. C'est ça qui est frustrant, c'est qu'on est victime parfois de choses qui sont dites et qui ne sont absolument pas la vérité du tout. Mais on ne peut pas répondre. Et donc ça crée une difficulté, un décalage entre le fait que les gens qui sont mécontents peuvent immédiatement, sans aucun recul, sans aucune analyse, déverser tout ce qu'ils souhaitent sur un réseau social, alors que nous, de notre côté, on se doit d'avoir une réserve, notamment vis-à-vis du secret concernant le patient, mais aussi vis-à-vis du besoin de faire une analyse de la situation. On a un service de médiation hospitalière qui nous aide évidemment là-dedans et qui gère ces plaintes notamment et qui reprend contact avec les intervenants qui sont accusés, mais aussi avec les patients pour essayer de comprendre et de réfléchir et de trouver des solutions pour nous améliorer sur éventuellement des choses qui n'auraient pas bien fonctionné. Mais c'est un système forcément qui prend un peu du temps, qui est lent, et donc ça donne vraiment ce sentiment d'impunité du patient qui est mécontent et qui peut se plaindre comme il le veut sur les réseaux sociaux, avec en plus, et ça c'est encore plus frustrant pour nous, parfois certaines presses qui vont relayer et reprendre et amplifier des choses finalement anodines qui avaient été dites ou écrites sur des réseaux sociaux et qui vont le mettre en vitrine encore plus. Ça, quelque part, crédibilise ce que certains disent sur les réseaux sociaux, de nouveau sans qu'on puisse apporter une réponse. Mais c'est aussi, et à chaque fois qu'une sollicitation de la presse ou autre nous parvient, un de mes rôles qui est de soutenir les équipes. Parce qu'il y a réellement un environnement qui peut être très exigeant, parfois stressant, et donc il faut tenir compte finalement de plusieurs composantes. Une situation est très souvent multifactorielle et doit être analysée dans sa globalité. Le fait de travailler avec des patients difficiles, parfois agressifs, parfois le fait de vivre des histoires un peu difficiles, le fait de travailler la nuit, de travailler le week-end, mais ça finalement on le choisit, ça fait partie d'une pénibilité qu'on peut accepter parce qu'on l'a accepté, parce qu'on a choisi ce métier, on sait que ça en fait partie intégrante, mais tout ça, la pression liée aux plaintes et du mécontentement, ça c'est quelque chose qu'on n'a absolument pas choisi, personne, mais qu'on doit subir, et ça amène à énormément de difficultés et au fait que beaucoup de soignants au sens large, et de médecins notamment, veulent limiter leur temps de travail pour pouvoir se ménager des périodes de repos et de récupération entre deux gardes, et donc beaucoup de médecins choisissent des temps partiels. Ça amène aussi à cette problématique de pénurie. Je continue parce que heureusement, à la base, j'aime quand même encore bien le métier que j'ai choisi au départ. J'aime bien les soins qu'on donne aux patients. J'aime bien travailler dans un service d'urgence. Parce que si tu n'as pas cette envie-là d'aider les gens, tu ne peux pas faire ce métier. Un métier très, très exigeant. Donc pour moi, malgré les exigences, malgré la complexité, l'agressivité des patients, je continuerai et je me vois mal faire autre chose. Parce que j'aime trop en fait. J'aime trop soigner les gens, j'aime trop être à l'écoute des gens. Même si des fois, voilà, on est un peu saturé, mais j'ai toujours aimé ça. Pour moi, c'est une vocation. Mais très honnêtement, ma position avec les années a quand même évolué. Au départ, je voyais mon métier comme quelque chose qui était presque une passion, quelque chose que je faisais avec passion. Et très sincèrement, honnêtement, aujourd'hui, c'est devenu un métier. Ça use avec le temps. Heureusement, le plaisir et le choix de ce métier est encore supérieur aux désagréments liés notamment à ces plaintes, à ces agressions, à ce manque de reconnaissance. J'espère que ça durera le plus longtemps possible. Dans le temps, c'était beaucoup plus simple. Je pense que la journée se finissait. Une fois rentré à la maison, on avait fermé la porte, on pensait à autre chose. Maintenant, avec les années, ça devient plus difficile à encaisser. L'accumulation aussi, on y repense de plus en plus souvent. Ça diminue l'envie de se rendre sur son lieu de travail. Voilà, ça c'est l'accumulation avec le temps. Mon moteur par rapport à ma motivation, c'est d'abord la souffrance du patient. Quand une personne vient, en fait, elle ne vient pas à l'hôpital pour un diagnostic. Quand une personne appelle un SMUR, ce n'est pas pour un diagnostic, c'est pour une plainte. Et la plainte principale reste la douleur, la souffrance. Et mon moteur principal, c'est de se dire, même si moi, je parais fatigué, ce qui est important, c'est de pouvoir soulager le patient. Ici, j'ai pu apporter mon aide, j'ai pu soulager cette personne qui avait mal, j'ai pu soulager cette personne qui ne respirait pas bien, j'ai pu redonner de l'espoir ou quelquefois tout simplement accompagner une personne. Parce que quand la personne nous voit arriver, quand la personne nous rencontre, pour elle, elle a déjà une des solutions à son problème
Et même si elle n'a pas de solution telle qu'on peut la concevoir, au moins elle ne sera plus jamais seule.